Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments. Le premier dans l'histoire à franchir le mur du son. Ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles. Gemini 6, feu vert. Faire de l'inconnu du connu. Un bond de géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous. Elle est belle, non? Je la vois pas assez à mon goût. J'ai grandi sur New Harmony. Je suis allé à l'école militaire de Corbulo. J'ai vu la Terre qu'à l'âge adulte, mais ça reste ma patrie. Vous êtes pas bavard, vous? Major, j'imagine pas ce que vous ressentez. J'ai perdu des proches, mais j'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Vous parlez comme si les soldats n'étaient pas des hommes. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des humains. Je vous laisse à vos pensées. Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines. Depuis aujourd'hui, la planète bleue est dans le rouge. En seulement 7 mois, l'humanité a consommé tout ce que la Terre peut produire en un an. Nous avons émis plus de CO2 que les océans et les forêts peuvent absorber, pêché plus de poissons, fait plus de récoltes et consommé plus d'eau que ce que la planète peut offrir. Plutôt inquiétant pour nous, les humains. L'humanité vit en quelque sorte à crédit. Déjà, nous utilisons les ressources d'1,7 planète. En 2030, ce sera 2 planètes. Surconsommation, gaspillage, difficile d'arrêter cette course folle. Migraines, picotement des yeux, maux de gorge, les Parisiens suffoquent. La capitale française subit en ce moment un niveau très élevé de pollution atmosphérique hivernale, le pire depuis 10 ans. D'autres métropoles européennes subissent elles aussi des niveaux importants de pollution hivernale. Une pollution due à une recrudescence des émissions de particules liées surtout au chauffage au bois et au trafic automobile. Ajoutez des conditions météo qui favorisent le maintien de ces particules au niveau du sol et vous obtenez, comme ici à Londres, cette insupportable purée de poids. D'après l'Agence européenne pour l'environnement, la pollution de l'air nuit à la santé de 85% des habitants des villes du vieux continent. Elle provoque près d'1 demi-million de morts prématurées chaque année. Et voilà comment on recycle les déchets à Florence, chez Arcelor. On balance de l'acide à la belle nature, pour nos gosses. Et voilà. Et on dit ça que c'est de la boue de fer. Pour moi, c'est de l'acide. Et voilà.
Cette nouvelle étude alarmante à présent pour notre planète. Elle révèle que la Terre a perdu la moitié de ses espèces animales en 40 ans. L'extinction s'accélère, disent les experts. Ils mettent en cause l'agriculture intensive, l'exploitation forestière ou encore l'urbanisation galopante. Ils parlent de conséquences catastrophiques. 40 ans, nous avons perdu près de la moitié des animaux sauvages. Le guépard, par exemple. Il y en avait 100 000 au début du XXe siècle. Il n'en reste plus aujourd'hui que 7 000. Les orang-outans, 288 000 en 1973, 80 000 seulement aujourd'hui. Et à ce rythme, ils auront sans doute disparu dans la nature dans 10 ans. Les lions, 200 000 à la moitié du XXe siècle, en 1950, 35 000 seulement aujourd'hui. Nous assistons en fait à un effondrement des populations, mais aussi des territoires. Voici les zones où le lion a un jour chassé, et aujourd'hui, regardez, son territoire est réduit à quelques poches isolées les unes des autres. Prenez le chardonneret par exemple, ce petit oiseau qui égaye notre campagne. Eh bien, en 10 ans, rien qu'en France, l'espèce a perdu 40% de sa population. Le risque, en fait, c'est de voir s'effondrer des écosystèmes qui rendent souvent de très nombreux services à l'humanité. Sans les abeilles, par exemple, pas de plantes. Les plantes ont du mal à se reproduire. Sans poissons dans les océans, eh bien, comme on nourrit une population mondiale qui augmente sans cesse, et sans prédateurs pour manger les insectes, eh bien, nos récoltes vont diminuer. À long terme, c'est finalement nous, l'humanité, qui allons en pâtir. Il reste 20 à 30 ans, vraiment, pour inverser la tendance. Aux Émirats Arabes Unis, l'un des pays les plus arides au monde, ces chercheurs se sont fixés un défi ambitieux. Faire tomber la pluie sur commande. Grâce à ces avions, les équipes du Centre national de météorologie et de sismologie ensemencent les nuages avec du sel, à l'aide de fusées placées sur chaque appareil. Au moindre nuage propice, les équipes sont prêtes à décoller. Si nous avons un courant d'air ascendant léger, nous tirons généralement 1 ou 2 fusées. Si nous avons un fort courant d'air ascendant, nous en tirons 4, parfois 6 dans les nuages. Sur ces images fournies par les chercheurs, l'avion se prépare à envoyer des cristaux de sel dans les nuages afin d'augmenter la condensation et de provoquer une pluie artificielle. C'est fantastique, nous sommes en communication avec les techniciens par radio et dès qu'il y a de la pluie, il y a beaucoup d'excitation, surtout depuis la terre ferme. On les entend nous dire « Nous avons de la pluie, de la bonne pluie ». On peut entendre que les gars sont heureux. Alors, l'un des rêves parmi d'autres de l'homme depuis longtemps, c'est faire la pluie et le beau temps. Ou ça, non, mais faire la pluie et le beau temps au sens propre du terme. Ben, figurez-vous que pour les Russes, c'est indispensable. C'est tout à fait ça, William. C'est faire la pluie et le beau temps, le bon terme. Vous avez vu d'ailleurs qu'on vous accueille ici à Moscou sous une tempête de soleil aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe le 9 mai? Le 9 mai, 20 000 militaires environ défilent sur la place rouge. Et chaque année, on peut observer qu'ils défilent au sec. Alors, les Russes... La population russe pense que l'armée n'y est pas pour rien et que quelques jours plus tôt, des avions vont dans les nuages pour les disperser ou pour faire pleuvoir juste avant la fête pour que la fête se passe au sec. Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire, moins 3 diaphes en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape « obscurcissement planétaire » et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consiste à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés
pulvériser des particules dans l'atmosphère pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaires. Notre ciel comme lieu et outil d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie y sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent et de nos climats futurs? Il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur, du 18 juillet 2013, publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos, du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font des éléments de langage. Ces éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique. Ciel voilé, neige industrielle, en chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale. Mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées Paragrel. Voici une fusée Paragrel que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous ingérons. Solution envisagée, c'est d'utiliser des avions pour réaliser des épandages. Des avions qui circuleront dans le ciel à des altitudes de l'ordre de 6-7 000 mètres et qui vont répondre à ce qu'on appelle de la calcite. Pourquoi la calcite? Parce que c'est ça constitue des microparticules qui vont pouvoir se disperser dans l'atmosphère sans qu'on les voit. Et particularité, ça va retenir une partie également du rayonnement solaire. Donc ça pourrait suffire pour faire baisser la température au niveau du sol. Puis il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ces pratiques sur l'environnement et la santé. Nous sommes les grands perdants de la globalisation. Il faut produire toujours plus, nous serinent les politiques. C'est soi-disant la seule issue à la crise. Mais les politiques ne sont que les marionnettes des grandes firmes. On nous raconte que le chômage est en baisse. Nous sommes champions du monde de l'exportation. Oui, mais la vérité, on la connaît.
Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Et pendant qu'on mène lentement mais sûrement notre planète à sa perte, une poignée de privilégiés se frottent les mains. Ils peuvent se les offrir, leurs capsules spatiales, du haut desquelles ils nous regarderont sombrer. 10, 9, 8, 7. Nos premiers pas dans le cosmos ont été des sauts dans l'inconnu. Bien sûr, le chrono tourne. On est en route. Depuis, nous avons accompli d'immenses progrès. Mais l'espace reste l'environnement le plus hostile qui soit. Houston, on a un problème. Pourtant, l'exploration spatiale pourrait bien nous sauver. Il est absolument certain qu'un jour, notre planète deviendra inhabitable. Le mois d'août a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde et la NASA ajoute que la banquise au pôle Nord a atteint l'un de ses 4 points les plus bas depuis le début des mesures. Nous avons modélisé, on va dire, la Terre, notre planète, vue du pôle Nord. Alors, on va la décrypter un tout petit peu. Au centre, vous avez l'océan Arctique en bleu foncé, en blanc, les neiges évidemment du Groenland, et tout autour, vous avez le Canada et la Russie. Nous allons dessiner sur cette planète une ligne rouge. Ce sont en fait les contours de la banquise telle qu'elle était à la fin de l'été 1979. Et voici maintenant, David, son étendue actuelle. Vous allez le voir en bleu. C'est spectaculaire. En 36 ans, nous avons perdu une superficie de glace équivalente à 6 fois celle de la France. Et cette zone que l'on voit ici en orange. En fait, la hausse du niveau de l'océan, on la doit vraiment à 2 phénomènes. Un, il y a sa dilatation. Plus l'eau est chaude, plus elle occupe l'espace. Donc la mer monte, c'est vrai. 2, il y a, c'est vrai, la fonte des glaces, mais pas celle de la banquise. Non, là, on parle vraiment des glaciers qui se trouvent sur les continents et au sommet des montagnes. On vous les a amenés ici sur le plateau. C'est de l'eau accumulée sous forme de neige pendant des dizaines de milliers d'années et en fondant, eh bien, toute cette eau, évidemment, se déverse en mer. Ça a déjà commencé, David, puisqu'en 20 ans, l'océan a grimpé de 6 cm. 6 cm. Et les réserves, c'est vrai, sont colossales. Il y a les glaces du Groenland, hein, ce sont des océans... On en parlait hier. Absolument. 7 mètres plus haut, si elles fondaient totalement. Et puis l'Antarctique, on est plus là autour de 60 mètres. Alors, certes, c'est vrai, David, ça va pas fondre tout de suite, mais... quelques mètres suffisent pour avoir des villes côtières que nous montrons ici, entièrement submergées par les eaux, avoir des réfugiés climatiques par millions et puis un recul spectaculaire des côtes. Donc bon, pour éviter les dégâts et ce scénario de catastrophe, une seule solution, limiter le réchauffement et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est long. L'humanité a le choix entre rester assise à ne rien faire et devenir la victime de la prochaine extinction de masse ou préserver son espèce ailleurs. Ce n'est pas de la science-fiction. La NASA travaille à notre départ pour les immensités spatiales. Mais il reste un obstacle majeur. Il faut compter avec la fragilité du corps humain lors des voyages interplanétaires. Notre ingéniosité peut-elle nous permettre de dépasser les limites de notre corps ? Un engin spatial chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune. C'est une première.
Le module d'exploration avait quitté la Terre le 8 décembre, il a l'uni le 3 janvier. À son bord, un robot lunaire qui va collecter des données durant 1 ou 2 mois avant de rendre l'âme. L'atterrisseur s'appelle Chang'e 4, du nom d'une divinité de la Lune dans la mythologie chinoise. Voici sa première photo de la face cachée de la Lune. Comme cette zone est toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, un des défis majeurs de la mission est de communiquer avec le rover. La Chine a donc lancé en mai 2018 un satellite. Positionné en orbite lunaire, il assure la communication entre la Terre et cette zone méconnue de la Lune. L'enjeu de la mission est double pour la Chine. Cela permettra d'abord d'obtenir des données sur cette zone inexplorée de notre satellite. C'est donc un moyen d'étudier les origines et l'évolution de la Lune. Les scientifiques chinois espèrent aussi capter des signaux encore inconnus, car la face cachée de la Lune est protégée des interférences magnétiques de la Terre. Chang'e 4 est le deuxième engin spatial que Pékin envoie sur la surface lunaire après Yutu en 2013. Pour la première fois, la Chine ne se place pas dans les pas des Américains ou des Russes avec cette mission inédite. Cela permet d'asseoir le pays comme un grand de la conquête spatiale. Pékin prévoit déjà de lancer dans l'année Chang'e 5 pour recueillir des échantillons et les ramener sur Terre. À terme, la Chine envisage même d'installer une base lunaire. One small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront restés 2 heures et 20 minutes sur la Lune. 6 décennies plus tard, les États-Unis se fixent un ultimatum ambitieux, y retourner dans 5 ans. Est arrivé le moment pour nous de faire un nouveau pas de géant et d'établir une base permanente sur la Lune. Les États-Unis testent de nouveaux engins spatiaux, encore inhabités. D'ici 2036, la Russie et la Chine rêvent elles aussi d'envoyer leurs astronautes à 380 000 km de la Terre. En attendant, des robots et des sondes du monde entier joueront les éclaireurs. La Lune est un bon endroit pour répéter ce qu'on veut faire un jour sur Mars. Aller vers Mars, c'est tout de suite un énorme bond. Parce que d'un seul coup, on voit plus la Terre, on parle plus avec la Terre, et plus personne peut venir vous secourir. Mais sur la Lune, qui est à proximité, on peut converser, et aussi on peut revenir rapidement. S'il faut 4 jours et 7 heures pour aller sur la Lune, un voyage vers Mars prendrait au moins 258 jours. Aller sur Mars n'est pas une mince affaire. C'est une odyssée de 56 millions de kilomètres quand les deux planètes sont au plus proches, dans un environnement capable de tuer un être humain en quelques secondes. Nous sommes capables de construire des machines pour aller sur d'autres planètes. Mais la plus fragile des machines, c'est le corps humain. L'espace est un vide infini. Pas de vie, pas d'atmosphère et des rayonnements mortels. Aller sur Mars sera l'aventure la plus dangereuse jamais tentée par l'homme. Parcourir les 384 000 km qui nous séparent de la Lune était un exploit. À son apogée, Mars est 100 fois plus éloigné de nous. Pour qu'un homme l'atteigne, il faudra effectuer un prodigieux saut technologique. L'équipage devra passer 3 ans en micro-apesanteur et en supporter les effets. Mal de l'espace, radiation, atrophie musculaire, fragilisation des os. Il affrontera ensuite une rentrée tourmentée dans l'atmosphère martienne, avant de se poser sur un sol balayé par de violentes tempêtes. Sur place, ces hommes devront apprendre à vivre dans un monde où les repères terrestres n'ont plus cours. Est Stephen Hawking. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre. Nous devons utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles et nous installer sur une nouvelle planète. Elle serait la cousine, voire la sœur de la Terre. La NASA vient de la découvrir, la planète Kepler 186F. C'est une exoplanète. Elle est en dehors de notre système solaire et elle tourne autour d'une autre étoile. Une avancée cruciale, selon ce scientifique du CNRS, qui a participé aux recherches.
C'est super passionnant, c'est super intéressant et c'est génial de faire partie d'une découverte comme ça. Parce que c'est la planète la plus petite qu'on connaît jusque-là, vraiment à cette température-là, dans le bon endroit pour l'eau liquide. Peut-être de l'eau liquide et donc une vie possible. Difficile de le vérifier car les télescopes spatiaux actuels ne le permettent pas. Et Kepler 186f est situé à 490 années-lumière de notre système solaire. Découvrir la taille d'une exoplanète demande déjà des calculs et des analyses de données très complexes. Cette planète, elle est sans doute la première parmi donc beaucoup d'autres qui vont être découvertes dans le futur. Et plus on attend, plus on va se rapprocher de candidats vraiment semblables à la Terre. Parmi les milliards de planètes, les chercheurs essaient de trouver une planète jumelle de la Terre pour prouver que la vie existe ailleurs dans l'univers. What is this, dude? Why is it always at night when you can't see well? Yo, what the fuck is that? What the fuck? Dude, this is kind of scary, bro. What is this? They launched one of those last year. No, I don't know what you're talking about. You know what I'm talking about? It looks just like that. Dude, that's like the fucking weirdest shit I've ever seen. Why is it so bright? How it? I know, that's what I'm saying. It's like light. What is that, Mito? Alien, man. Dude, how is it so bright in the sky? What is that in the middle? That's what I'm saying. It keeps making more like light come out of itself. You see what happens when Bitcoin drops? Dude, everybody's seeing it. People are going live and shit. People going live? Yeah, people are going live. Everybody's seeing this shit. Oh, the government fucked up for sure. Dude, what is happening? You better cash out all your Bitcoin, man. UFO, man. You say you never seen one. Wow, this is so crazy, dude. Dude, what the? It's still giving off. Dude, it was. Huh? Building on the history of Saturn V
You've got to be kidding me! What? Comment l'espace est-il devenu une poubelle? Voici la Tour Eiffel. Elle pèse 7000 tonnes et c'est l'équivalent de 1400 éléphants. Ou de 100 000 Emmanuel Macron. Mais c'est aussi à peu près le poids de tous les déchets qui tournent autour de la Terre. Parmi ces déchets, il y a des morceaux de fusée, des boulons, des sangles ou encore des objets perdus par les astronautes, comme par exemple ce sac à outils. Oh, great. We have a lost spool. Mais on trouve aussi beaucoup de minuscules morceaux de métal. Au total, 30 000 déchets de plus de 10 cm, 750 000 de plus de 1 cm et 150 millions de plus de 1 mm. Depuis la Terre, on ne peut suivre que les objets de plus de 10 cm et on voit sur cette animation que ça fait déjà beaucoup. Tout a commencé avec Sputnik, le tout premier satellite lancé en 1957. Mais Sputnik a fini par se désintégrer dans l'atmosphère. Le premier satellite français, en revanche, lancé en 1965, est toujours en orbite. Et en plus, il n'a jamais servi à rien puisque ses antennes se sont cassées lors de son lancement. Bon, après tout, on pourrait se dire que tous ces déchets dans l'espace, ce n'est pas très grave. Mais en fait, si. Pourquoi? Eh bien, principalement pour une raison. C'est que ces déchets ne se contentent pas de tourner, ils tournent très très vite, jusqu'à 8 km par seconde, soit chaque seconde la distance qui sépare Paris de Châtenay-Malabry. Or, les objets qui vont très vite font plus de dégâts que ceux qui vont lentement. Une balle de Kalachnikov, par exemple, fait très mal quand elle est tirée avec un fusil. Mais beaucoup moins quand on la lance avec les doigts. Dans l'espace, les déchets vont 11 fois plus vite qu'une balle de Kalachnikov. Et voilà le résultat sur le télescope spatial Hubble, en orbite depuis 25 ans. Tous les trous que vous voyez sur ces photos ont été provoqués par des débris en métal de la taille d'une fourmi. Et en plus, c'est un cercle vicieux, car en heurtant des satellites, ou même en se heurtant entre eux, les débris de l'espace créent d'autres débris. 1. On peut envoyer des satellites éboueurs équipés de harpons ou de filets pour attraper les déchets et les pousser vers la Terre. 2. On peut fixer des petits moteurs aux déchets pour les propulser dans l'atmosphère. Et 3. On peut accrocher des ballons ou des voiles sur les débris pour accentuer les frottements sur la haute atmosphère et accélérer la chute naturelle. Bien sûr, l'idéal serait de faire en sorte, en amont, que les satellites en fin de vie n'encombrent pas l'espace. Il y a des techniques pour cela qui consistent à monter sur les satellites des systèmes pour les éloigner de la Terre quand ils ont fini leur travail, ou alors, au contraire, de les rapprocher pour se désintégrer dans l'atmosphère. Mais pour l'instant, ces précautions ne sont pas obligatoires, et donc pas grand monde ne les applique. Or, si rien n'est fait, le problème des déchets de l'espace pourrait devenir très grave. Du moins, si on en croit Donald Kessler, qui a théorisé dans les années 70 ce qu'on appelle depuis le syndrome de Kessler. Il dit en gros que, au-delà d'une certaine quantité de déchets dans l'espace, on peut craindre le déclenchement d'une réaction en chaîne. Les débris se percutent les uns les autres, engendrant d'autres débris qui se percutent à leur tour, et ainsi de suite. D'après les astronomes, l'univers compte autant d'étoiles que de grains de sable sur notre planète. Certains pensent qu'il y a probablement des millions de mondes habitables et peut-être des planètes où vivraient des êtres intelligents, voire des civilisations supérieures à la nôtre. Est-ce qu'on communique avec la civilisation des fourmis? Est-ce qu'on communique avec la civilisation des abeilles? Est-ce qu'on communique avec un escargot? Vous imaginez un escargot, il pleut, il sort de sa coquille,
Il avance comme ça, et puis il y a quelque chose de vertical. Il monte, et c'est un piquet qui tient une glissière de sécurité d'autoroute. Il est au sommet, et puis avec ses deux petites antennes au bout duquel il y a les yeux, il regarde, il voit passer des lumières comme ça. Est-ce qu'il peut savoir ce que c'est qu'une voiture? Est-ce qu'il peut savoir la différence entre un moteur diesel et un moteur essence? Est-ce qu'il peut imaginer que dans ces voitures, il y a un homme avec une carte de crédit, une puce électronique, un code qu'on rentre dans une machine pour retirer de l'argent? C'est un monde qu'il ne peut même pas imaginer. Et ben, je pense qu'il y a la même différence entre l'escargot et nous qu'entre nous et certaines civilisations extraterrestres. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. C'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches.